Tant qu'on n'a pas déconstruit le modèle, les gens qui vont voir les effets négatifs du système pourront toujours répondre « c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans le modèle ». Et c'est pour ça qu'il faut décortiquer la pensée néolibérale et pas juste dénoncer les effets. Donc en fait, les banques centrales sont coincées. Après avoir tant financiarisé l'économie, eh bien, elles ne peuvent plus avoir des taux d'intérêt réels qui soient trop importants, sinon elles vont faire s'écrouler le système. Je sais que les gens disent bah, on n'a qu'à laisser les banques faire faillite, mais en fait, on est tous créanciers des banques. On a tous de l'argent sur son compte, et ce que c'est que l'argent sur le compte, c'est l'argent qu'on a prêté à sa banque. Alors, il y a la garantie des dépôts de 100 000 €, mais au-delà de ça, on n'est pas garanti. Et les entreprises, les grosses multinationales, elles ont des comptes en banque au moment où elles versent les salaires qui sont supérieurs à 100 000 €. Et sous Hollande et Macron, on va vers un taux d'impôt sur la société à 25 %. Derrière, la charge fiscale, elle repose sur les ménages, sur les taxes. Et l'augmentation de ces taxes, ça pénalise bien davantage les populations les plus pauvres. Donc il y a la nécessité, avant de quitter la zone euro, d'être moins dépendant, on va dire, du reste du monde pour tout ce qui est nos biens de production essentiels. Si on veut assumer clairement les enjeux écologiques, il faudrait organiser une économie circulaire. Ça demande de changer complètement tous nos systèmes économiques, ça demande de planifier sur du très long terme. Et ça n'est pas compatible avec le mécanisme des prix de marché. On ne peut pas dire aux gens, pour sauver la planète, on va tous vous rendre pauvres. Du coup, il faut penser autrement. Il faut sortir de la boîte. On ne peut pas juste faire la morale aux gens en disant « c'est mal, vous consommez du pétrole ». Il va falloir aller un peu plus loin si on veut vraiment être à la hauteur des enjeux. Puis si on n'y arrive pas, on va se prendre le mur. David Kayla, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très heureux de te recevoir sur la chaîne YouTube du site Elucide. Alors, tu es économiste, membre du collectif Les économistes atterrés et maître de conférences en économie à l'Université d'Angers. Tu as beaucoup écrit sur les impasses de l'Union européenne, dont on va beaucoup parler, mais tu t'es beaucoup intéressé aussi au néolibéralisme, et tu viens de sortir un livre sur ce sujet. Alors, on parle souvent de néolibéralisme dans le vocabulaire courant, mais c'est vrai que tout le monde ne met pas forcément les mêmes choses derrière. Alors, pour commencer, c'est quoi pour toi le néolibéralisme ? Pour commencer, peut-être il faut dire qu'il y a un lien entre l'Union européenne et le néolibéralisme. C'est par l'Union européenne que j'ai été amené à m'intéresser au néolibéralisme. Parce que, au fond, quand on cherche à comprendre le monde dans lequel on vit, moi, je suis assez idéaliste par certains côtés. C'est-à-dire, je pense que les idées déterminent en partie les institutions, et notamment la construction européenne. Et donc, j'ai cherché à comprendre quelles étaient les idées fondatrices qui ont construit ce projet. Et plus largement, le néolibéralisme, c'est une... Alors, il y a plein de façons de l'aborder. Il y a des gens qui disent que le néolibéralisme, c'est l'ultralibéralisme, c'est la régression de l'État, de l'influence de l'État dans l'économie, ou certaines personnes qui vont dire que c'est un projet de mondialisation. Moi, je suis économiste, donc ce qui m'intéresse aussi, ça a été de voir comment est-ce que la pensée économique a été utilisée pour concevoir donc, cette doctrine qui a vocation, alors selon moi, à organiser les rapports entre l'État et le marché. Et donc, ma définition du néolibéralisme, c'est le fait que l'État doit faire fonctionner le marché, il doit se mettre au service du marché. Et donc après, à partir de là, il y a plein de questions, de sous-questions qui sont derrière, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire qu'un marché qui fonctionne bien ? Et les néolibéraux estiment qu'un marché qui fonctionne bien, ce n'est pas juste un marché où chacun peut librement échanger et négocier. C'est, pour un néolibéral, un endroit qui va déterminer la valeur et les prix. Et donc, en déterminant la valeur et les prix, il va construire des incitations, donc ce qu'on appelle le signal prix, qui vont faire que les agents économiques vont s'organiser, s'auto-organiser à partir de ces signal prix. Et donc, il y a une forme d'idéal chez les néolibéraux qui est que le marché, il a une fonction sociale extrêmement importante qui est de coordonner les actions des uns et des autres, mais il ne parvient pas tout seul à coordonner correctement, à se coordonner lui-même, parce que parfois, par exemple, la concurrence ne fonctionne plus, parfois il y a des imperfections dans le marché qu'il faut corriger. Et donc, on va faire en sorte que l'État intervienne pour sécuriser le marché, pour le faire fonctionner et pour qu'il puisse ainsi créer un système de prix.
Alors, bon, s'il y a des néolibéraux, c'est qu'il y a aussi donc des archéolibéraux, en tout cas des libéraux Oui. classiques. Alors, c'est quoi déjà la différence entre les libéraux pour toi et les Ouais. néolibéraux? Et puis après, on va faire un petit peu de petits rappels historiques pour comprendre comment tout ça s'est mis en place. Mais comment tu verrais la Ouais. différence entre un libéral et un néolibéral? Bah, les libéraux classiques, ce sont les libéraux du XVIIIe et XIXe siècle. Alors, ils sont variés, ils sont pas tous d'accord entre eux, mais ils sont tous d'accord pour dire qu'il y a une naturalité du marché, donc le marché existe par lui-même, et puis il y a l'État à côté. Alors, certains, comme Adam Smith, sont d'accord avec l'idée que l'État puisse intervenir dans le marché à certains moments, quand le marché dysfonctionne. D'autres vont dire, on va dire ce qu'on appelle le libéralisme manchestérien, il faut le laisser faire, le marché, il ne faut pas intervenir, il ne faut pas de droits de douane. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le libéralisme donc manchestérien. Mais tous pensent que le marché est un système naturel qui existe par lui-même, et donc que l'État, il va perturber en quelque sorte par son fonctionnement le marché. Et c'est ça la différence avec les néolibéraux. Les néolibéraux pensent que le marché et l'État sont complémentaires, et que l'un ne va pas sans l'autre. Le marché ne peut pas fonctionner sans l'État, alors que pour les libéraux, le marché est un système naturel, les libéraux classiques. C'est ça pour moi la différence fondamentale entre les deux. Et dans les deux cas, il y a comme une sorte un peu de religion du marché quand même, non? Comme si c'était un objectif en soi, finalement, non? Pas forcément les libéraux. Chez Adam Smith, il y a pas l'idée, il y a l'idée que le marché est naturel, il n'y a pas forcément l'idée qu'il faut absolument pas intervenir dans le marché. Par exemple, Adam Smith dit qu'il faut que l'État se charge de l'éducation, notamment de l'éducation primaire. Il dit que dans les rapports de force entre employeurs et ouvriers, il y a une inégalité et l'État peut compenser pour réguler, pour améliorer le sort des dominés que sont les ouvriers. Pour d'autres, comme Ricardo, oui, il y a bien l'idée que le marché, c'est le système qui doit fonctionner correctement, et l'État ne doit pas perturber le fonctionnement du marché. Mais dans les deux cas, on dissocie les deux. C'est-à-dire que l'État doit faire ce qui est... il n'y a pas, chez les libéraux, l'idée que l'État doit organiser le marché. Ça, c'est la première différence. Puis il y a aussi une autre chose, quand même, qui, à mon avis, est aussi très important, c'est que le but du marché pour les néolibéraux, c'est de construire un système de prix, alors que chez les libéraux classiques, il n'y a pas du tout cette idée. C'est-à-dire que le marché, c'est un lieu d'échange, ce n'est pas un lieu de construction d'un prix. D'ailleurs, ça va avec le fait que pour Adam Smith ou pour Ricardo, la valeur, c'est le coût du travail, en fait. C'est le travail, c'est ce qu'on appelle la valeur travail, ce qui veut dire que le marché ne détermine pas la valeur. La valeur, elle est prédéterminée par le coût de production, notamment quantifié en travail. Alors que chez les néolibéraux, qui vont s'inspirer d'une théorie économique néoclassique, c'est le marché qui détermine la valeur. Donc la place du marché est beaucoup plus importante chez les néolibéraux que chez les libéraux classiques. Ça peut sembler un peu théorique. Donc on va prendre quelques exemples en particulier, hein, comme tu développes dans ton livre sur la crise du Covid, qui montre bien finalement que l'histoire de marché, hein, ça semble un peu nébuleux, mais que c'est très très concret au quotidien. Mais peut-être avant, il peut me sembler intéressant de faire un petit historique. Ça naît quand, le libéralisme, le néolibéralisme, et dans quelles conditions? Pourquoi ça apparaît? Alors ça c'est effectivement un truc très intéressant que moi-même j'ai eu du mal à comprendre. En fait, à partir du moment où on définit le néolibéralisme comme l'idée que le marché doit déterminer les prix, il faut essayer de retrouver dans l'histoire de la pensée à quel moment on a basculé d'un marché qui était un lieu d'échange autonome où les gens pouvaient librement commercer, à un lieu dont la fonction principale c'est de créer des prix. Et pour moi, ça remonte aux années 20. C'est-à-dire, en fait, à une époque qui n'est pas encore la crise des années 30, mais dans lesquelles il y a une crise quand même importante, qui est l'apparition de l'URSS, et donc la construction d'un modèle économique qui est un modèle donc d'économie planifiée, centralisée, et qui n'a plus de marché. Alors bien sûr, dans l'URSS, il y a bien de l'argent, il y a bien des gens qui vont dans des magasins d'État pour acheter des choses, mais il n'y a plus de système de marché libre, puisque les prix sont déterminés par une autorité centrale. Et en fait, la question, c'est même pas de savoir si l'Union soviétique est bonne ou pas, hein, c'est même pas ça la question, c'est est-ce que ce système peut fonctionner? Est-ce que, en supprimant la concurrence, en supprimant le marché, en ayant une autorité centrale qui détermine les prix de tous les biens qui sont dans l'économie, est-ce que ça peut être plus ou moins efficace qu'un système de marché? Et il y a beaucoup d'économistes qui disent que oui, parce que pour eux, le marché n'est pas forcément un système très efficace, en tout cas dans ce qui concerne la détermination de la valeur, et qu'à partir du moment où les échanges se font, hein, selon d'autres modalités, les échanges se font par une autorité centralisée,
qui va planifier l'essentiel de la production et de la consommation, eh bien, on peut tout à fait, en étant rationnel, avec une organisation rationnelle de l'économie, nous disent-ils, eh bien, faire fonctionner une économie qui va pouvoir perdurer. Et donc, dans ce débat, il y a des économistes autrichiens, Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, qui vont défendre l'idée que le système d'économie planifiée ne peut pas être rationnel. Alors pourquoi disent-ils qu'il ne peut pas être rationnel? Parce que, en fait, on peut, dans le cadre des magasins d'État, on peut tout à fait déterminer des prix qui correspondent aux besoins du public. On peut l'imaginer assez facilement. Vous avez un magasin d'État dans lequel il y a des pains, des croissants, des produits d'épicerie. Et là, on essaye de voir quel est le rapport des prix dans lesquels on va devoir vendre ces produits. On regarde, par exemple, si on monte le prix du pain, bien les gens vont se rabattre sur la brioche ou n'importe quoi d'autre, ou des biscottes. Donc on peut assez facilement voir quel est le rapport des prix qui va correspondre, on va dire, aux besoins sociaux. Mais le problème qu'on a, nous dit Mises en particulier, c'est que la question ne peut pas être uniquement celle des prix des biens de consommation, ça doit être aussi celle des prix des biens de production. C'est-à-dire combien ça coûte de produire du pain par rapport à la brioche, par exemple. Et donc là, ça veut dire qu'il faut être capable de déterminer, pour être rationnel, quelles ressources on va mettre en place pour produire du pain ou pour produire de la brioche, combien ça va nous coûter réellement de produire du pain ou de la brioche. Ce que veut dire Mises, c'est que les coûts de production sont inconnus. Et ils ne peuvent pas être connus parce qu'il n'y a pas de marché qui est capable de déterminer ces coûts de production. Donc ce que dit Mises, c'est une société, un système économique qui a abandonné l'idée d'avoir des prix de marché pour tout ce qui est bien de production, ne peut pas fonctionner rationnellement, et donc il va se mettre à produire trop de choses ou à ne pas être capable de calculer les coûts, et donc il va dysfonctionner. Et là-dessus se rajoute un autre aspect, c'est ce que va apporter Hayek, qui va dire l'un des avantages du marché, c'est qu'il arrive à faire apparaître de l'information. En gros, l'information existe chez les gens qui décident d'acheter et de vendre. Quand ils achètent, c'est qu'ils ont une bonne raison d'acheter. Quand ils vendent, ils ont une bonne raison de vendre. Donc on ne connaît pas forcément la raison, mais on voit les conséquences de ces décisions dans leur comportement d'achat. Et ça, ces comportements d'achat, ils vont faire augmenter ou baisser le prix. Et ces variations de prix vont être de l'information. Et donc ce que va démontrer Hayek, c'est que les marchés sont le seul mécanisme qui permet d'organiser des prix qui soient fondés sur l'information réelle dont disposent les gens. À l'inverse, lorsque l'État prend une décision, eh bien lui, il dispose qu'une information partielle, qui est l'information des statistiques, des comportements statistiques qu'il voit, des données qu'il voit de l'économie, mais dans lesquelles il y a toute une part d'information cachée, parce que les gens ne dévoilent pas toute leur information. Donc c'est ces deux mécanismes-là, l'idée que le marché est nécessaire pour évaluer les coûts de production, chez Mises, et l'idée que les marchés sont nécessaires pour agréger l'information contenue dans l'ensemble de la société, qui va entraîner cette théorie du prix, cette théorie du prix de marché, qui va ensuite, on va voir ensuite cette théorie se déverser dans tous les aspects de l'économie, jusqu'à Fama, Eugène Fama, qui en 70 va expliquer la théorie des marchés efficients, des marchés financiers efficients, qui dit un marché financier est efficient, c'est-à-dire efficace, lorsque le prix reflète l'ensemble de l'information disponible. Et c'est exactement la même théorie que chez Mises et Hayek. Cette théorie va donc s'imposer en 30 ou 40 ans et va déterminer cette nouvelle façon de se représenter le marché comme un système d'agrégation de l'information qui produit des prix. Cette chaîne YouTube ne vit que grâce aux abonnements. Pour nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre site www.elucide.media. Vous aurez accès à de nombreux contenus exclusifs et vous permettrez en plus à notre média de se développer. On compte sur vous. Donc ça se développe bien dans les années 50-60 en particulier au niveau intellectuel, mais à ce moment-là, ils ont une influence encore assez réduite, nos libéraux, puisque c'est plutôt le keynésianisme, les 30 glorieuses. Comment ils sont arrivés à émerger et finalement comment ils ont été perçus par rapport à la pensée mainstream de l'époque, qui était plutôt interventionniste et sociale? C'est vrai que ce débat sur ce qu'on appelle le débat sur le calcul économique, c'est un débat des années 20-30. Et en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, on semble voir avec la victoire de l'Union soviétique, parce que ça fait partie quand même des pays gagnants, elle a réussi à produire en masse des tanks, des armes et puis à battre les Allemands.
Et puis ensuite, elle envoie un homme dans l'espace pour le premier satellite. Donc l'idée sur laquelle ce système ne pouvait pas fonctionner, finalement, elle apparaît pas tout à fait pertinente. Ce qui se passe en fait au moment de l'économie de guerre, c'est qu'on a mis en place des systèmes d'économie planifiés, y compris dans les sociétés capitalistes. Donc le modèle dominant dans les années 50 et 60, c'est beaucoup plus le système soviétique que le système de Hayek et Mises. Donc c'est vrai que dans les années 50 et 60, ce modèle, sa théorie reste une théorie purement académique qui n'a aucun impact parce que tout le monde est persuadé que la planification, ça marche. Et d'ailleurs, en France, on a un système d'économie semi-planifié, puisqu'on a un plan qui coordonne les actions de l'État et des entreprises. Et puis, alors ça aussi, c'est un peu un truc que je montre dans le livre, c'est qu'il y a tout un ensemble, énormément de prix qui sont des prix qui ne sont pas des prix de marché, qui sont des prix d'intervention de l'État justement dans les moyens de production. On est dans le système de Bretton Woods, c'est-à-dire les valeurs des monnaies sont définies politiquement, les unes par rapport aux autres, les marchés financiers sont cloisonnés, les salaires sont très, très imbriqués. On a même Kennedy qui peut taper du poing sur la table parce que les salaires devraient évoluer selon la croissance de la productivité. Et les prix de l'acier ne sont pas libres. Hein. Les entreprises ne peuvent pas décider du prix de l'acier. Les prix du pétrole sont négociés entre les entreprises, les pays producteurs et les grands pays consommateurs. Et les pays agricoles également. Les produits agricoles sont totalement décidés par les autorités politiques. Donc ça, c'est le système des 30 Glorieuses, en fait. C'est un système dans lequel l'État non seulement intervient quantitativement, en dépensant beaucoup d'argent, mais aussi il intervient sur les prix, qui sont notamment les prix des biens de production, qui ne sont pas du tout libres. Et donc, pardon, j'étais un peu long, je réponds à la question, à quel moment on bascule ? En fait, le basculement commence justement dans les années 70, quand le système de Bretton Woods s'effondre. Parce qu'à ce moment-là, en fait, les cours des monnaies sont plus régulés, ça devient des cours de marché, et les pays sont en train de s'affronter pour essayer de soutenir la valeur de leur monnaie, pour éviter l'inflation. On va avoir des taux d'intérêt qui vont beaucoup augmenter parmi les banques centrales. On va avoir une dynamique de libéralisation des marchés financiers et d'ouverture des marchés financiers, parce que chaque pays va se faire la guerre pour essayer de soutenir sa propre monnaie et d'attirer les capitaux. Et donc le marché financier va être le premier qui va se libéraliser. Et puis ensuite, on va avoir les matières premières, le pétrole. Là aussi, alors c'est lié au fait que les pays producteurs se remettent à contrôler parce qu'avant, c'était des pays quasiment colonisés. Et donc, ils prennent leur indépendance dans les années 50 et 60. Et puis, dans les années 70, au tout début des années 70, il y a la nationalisation des prix du pétrole. Et donc, le marché va être un moyen pour les pays consommateurs de reprendre la main, en quelque sorte, sur la mainmise d'un certain nombre de pays producteurs. On va, en fait, jouer de la concurrence pour chercher à faire baisser les prix des matières premières et les prix des pétroles. Et puis après, tout le reste va suivre. Le travail va être aussi libéralisé. Les produits agricoles vont être libéralisés dans les années 90. Et j'ai envie de dire que toute cette mécanique de libéralisation des marchés pour justement créer des prix, ça va s'achever avec la révocation du Glass-Steagall Act en 1999. Et donc on peut dire qu'on a 30 ans de libéralisation de quasiment tous les prix, depuis les monnaies avec la chute de Bretton Woods, et puis le pétrole dans les années 70, jusqu'à l'agriculture dans les années 90. Tu parles beaucoup de formation des prix, parce qu'en effet, ils ont ça un peu de façon très... c'est un niveau très haut intellectuel dans leur structuration, mais enfin, concrètement, c'est aussi des conséquences très concrètes sur l'intervention de l'État, sur la protection sociale, etc. C'est peut-être ça aussi qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que l'un des prix qu'on va chercher à libéraliser le plus, c'est le prix du travail. Et pour ça, ça veut dire affaiblir les syndicats. Donc, c'est ce que vont faire, par exemple, Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Ça veut dire flexibiliser le marché du travail. On le sait avec les lois travail qu'on n'a pas arrêté de s'enfiler depuis un certain nombre de temps. Ça veut dire aussi faire en sorte que le travail soit compétitif, c'est-à-dire baisser les cotisations sociales et donc assécher les financements de notre modèle social. Donc ça, c'est très concret. Pour les agriculteurs, c'est aussi extrêmement concret. Bon, c'est vrai que la part de l'agriculture dans l'activité et dans l'emploi est faible, mais ce qui s'est passé dans les années 90 en Europe, ça a énormément touché les agriculteurs. Auparavant, on avait des prix garantis.
On produisait du lait, du beurre, on produisait des céréales, on savait à combien on allait les vendre. Et maintenant, il n'y a plus de prix garantis. Maintenant, les prix sont des prix décidés au niveau à l'échelle mondiale par les marchés. Et donc, on ne sait pas au moment où on sème du blé à quel prix on va le vendre en juillet. Alors, maintenant, ce que font les agriculteurs, c'est qu'ils financiarisent leur production. C'est-à-dire qu'ils achètent, ils vendent à terme, c'est-à-dire à 6 mois, au moment de la récolte. Donc, au moment où ils sèment, ils vont faire des contrats de vente, donc ce qu'on appelle les contrats dérivés, pour s'assurer du prix de vente. Et ça, c'est une forme de financiarisation de l'agriculture, des matières premières, d'un certain nombre de marchés. Donc, on le voit maintenant, par exemple, sur le marché de l'électricité. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, là, c'est extrêmement quotidien pour tout le monde. Ça coûte extrêmement cher, d'ailleurs, au gouvernement d'éviter que les prix explosent, mais il se trouve que les prix explosent parce qu'on a créé, et ça, c'est totalement du néolibéralisme, un système de marché d'électricité, du prix d'électricité, qui est... comment ce mécanisme fonctionne, c'est du délire complet. Oui, parce qu'en fait, ce système est basé sur quelque chose d'assez fou, parce que les types ont dit on va faire de la concurrence, voilà. Mais il n'y a qu'un seul producteur. Alors, il y en a un peu plus que un, mais 80% de l'électricité est produite par EDF. Il y en a qu'un sur le nucléaire. C'est pas parce qu'ils ont posé 3 éoliennes. Ok, enfin, si tu leur enlèves l'accès à l'électricité des réacteurs nucléaires, il en restera 0 parce que ce sera même pas compétitif. Mais surtout, on a dissocié la production de la commercialisation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que EDF vend son électricité pas chère à ses concurrents, qui la revendent plus ou moins cher, hein, des fois moins, des fois plus, ça dépend. Alors maintenant, effectivement, c'est très cher. Mais le truc est un peu fou parce qu'on se dit, mais enfin, à quoi ça sert de multiplier des acteurs sur un marché si j'ai qu'un producteur principal qui vend à ses concurrents pour qu'ils revendent à d'autres. Enfin, parce qu'on veut créer un marché. Oui. Et donc ça, c'est pourquoi on veut créer un marché? Pour avoir des prix de marché. Et donc ça, c'est le mécanisme délirant qu'on a fait pour le marché de l'électricité. D'ailleurs, il y a 3 acteurs. Hein. Il y a EDF, essentiellement qui produit 80% de l'électricité, plus les autres petits acteurs. D'ailleurs, Total produit aussi beaucoup d'électricité, c'est le deuxième producteur. Engie aussi. On a les distributeurs, ceux qui vont vendre et contractualiser. Et puis on a le transporteur, Enedis, RTE, qui transporte. Et donc, à ces 3 acteurs, donc déjà, on a complètement cassé le principe du monopole public et on fait en sorte de coordonner l'action de ces acteurs par un système de prix de marché qui, en plus, a un prix régulé, qui est l'AREN, donc ce mécanisme enfin, il y a 2 prix régulés. Il y a un prix régulé pour les distributeurs, donc ils peuvent acheter avec l'AREN. Donc l'AREN... Enfin, les concurrents, en fait, c'est un prix, le prix est fixé, un peu plus. Il n'y a pas de prix de marché, du coup, pour la vente d'EDF. C'est ça, c'est 46,50 €, donc c'est le tarif pour avoir accès à l'énergie nucléaire historique, c'est ça, l'AREN. Et puis, il y a aussi les tarifs régulés de côté du consommateur, parce qu'on a encore des tarifs régulés en électricité. D'ailleurs, la Commission nous demande de les supprimer. Mais alors, avec ce mécanisme-là... Il suffirait de supprimer la Commission pour avoir moins de problèmes. Ah oui, ça, je pense aussi. Avec ce mécanisme-là, eh bien, on arrive à avoir des distributeurs dont l'objectif, finalement, ce n'est pas de produire l'électricité, c'est d'acheter à des tarifs très peu chers dont ils bénéficient avec l'AREN, et puis de revendre très cher après sur les marchés, ce qu'on appelle le marché spot. Mais alors, le pire, c'est que pour avoir plus d'électricité à revendre très cher, eh bien, ils font en sorte de dégoûter leurs propres clients, parce qu'on arrive à ça, pour qu'ils partent de manière à ce qu'ils aient des stocks d'électricité pas chère à revendre très cher. Et ces clients qui partent, eh bien, ils vont donc du coup chez EDF, qui ne peut pas refuser les clients, et EDF est obligé d'acheter très cher l'électricité que leur vend ces mêmes distributeurs pour le redonner aux clients. Bon, moi j'invite les spectateurs à regarder ça. Parce que du coup, t'as pas... Ouais. Parce que du coup, on peut quand même préciser qu'en plus, évidemment, EDF avait déjà vendu en avance son électricité à d'autres, donc elle est obligée de l'acheter maintenant très cher pour la revendre pas cher à ses concurrents. Voilà, c'est ça. EDF revend l'électricité à 46,50 € et elle la rachète à 200 €. Et c'est la raison pour laquelle EDF fait d'énormes pertes. Et EDF, c'est comme les contribuables, parce que maintenant, ça a été totalement nationalisé. Donc, c'est une belle illustration de ce qui est pour eux leur vision. C'est une espèce de communisme pour les riches, où les actionnaires de ces boîtes-là, qui sont en fait parasitaires sur le système, qui pourraient être beaucoup plus simples, beaucoup moins chers, s'enrichissent. Et puis quand au final, ça ne marche pas bien, il y a un problème. Enfin, s'il y a le prix, il est super quand c'est pas cher. Regardez, on va tailler des croupières EDF. Et puis d'un coup, quand maintenant ça explose, faut vite revenir. Et puis les pertes, bien sûr, c'est le contribuable qui va les prendre et non pas ces opérateurs-là. Ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est un bel exemple de jusqu'où mène la folie du
du néolibéralisme. Alors finalement, ce néolibéralisme, bon, il a prospéré, hein, comme tu le dis, assez longuement, et puis il a fini par rencontrer de plus en plus de difficultés au début des années 2000, puis avec la crise de 2008. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et comment ça a été perçu par ces penseurs-là? Eh ben, alors, évidemment, bon, en fait, pour moi, le néolibéralisme, il s'est mis en place dans les années 70, 80, 90. Il a abouti à quelque chose en 2000, en 99-2000. Et après, il a duré 8 ans. Et après, il s'est pris la crise des subprimes en pleine figure. Alors, c'est une crise financière, ce n'est pas une crise de l'ensemble du néolibéralisme. Parce que, comme je le dis, le néolibéralisme ne touche pas que la finance. Ça touche d'abord la finance, à cause de la chute de Bretton Woods, et puis ensuite, ça va s'étendre sur d'autres marchés. Et il se trouve que le premier secteur attaqué, c'est-à-dire dans lequel le néolibéralisme ne fonctionne plus, c'est la finance avec la crise des subprimes. Et donc en 2007-2008, au moment de la faillite de Lehman Brothers, on est dans un cas typique de crise systémique où tous les établissements bancaires et financiers peuvent s'effondrer dans les jours qui viennent. Et donc il a fallu empêcher ça. Et donc on a eu des plans d'aide, bien sûr, parce que le néolibéralisme, c'est l'État au service du marché. Donc là, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait plus de marché. Il y avait des titres financiers qui n'avaient plus de prix parce que personne n'en voulait. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que si on dit que le marché, c'est un lieu non pas d'échange, mais de construction des prix, eh bien ça, c'est intéressant parce que la crise des subprimes, c'est une crise où justement les marchés dysfonctionnent au sens néolibéral parce que comme il n'y a plus personne qui veut acheter ces titres, parce qu'il y a on ne sait pas du tout combien ils valent, en fait, personne n'est capable de savoir combien ça vaut, eh bien, plus personne n'achète ces titres et donc ils n'ont plus de prix. Et c'est ça le début de la crise des subprimes, c'est l'incapacité du marché financier à créer des prix. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Vu que le néolibéralisme, c'est mettre l'État au service du marché, eh bien, d'abord, donc le Trésor, le ministre des Finances américaines, l'État américain, l'État fédéral, se dit je vais négocier avec les banques et je vais leur acheter leurs titres pourris. Bon, ce premier truc, au début, il ne marche pas très bien. Enfin, il marche bien. Il marche bien. Ils rachètent. Évidemment, les banques sont très, très soulagées de pouvoir revendre ces créances qui, toutes, n'ont pas... elles ont de la valeur. Enfin, il y a des créances qui ne sont pas toutes pourries. Seulement, personne n'en veut. Donc, du coup, on ne sait plus à qui les vendre. Donc, on les vend à l'État. Donc, c'est l'État qui va se charger, en quelque sorte, d'assainir le système financier. Mais il y a des gens qui se plaignent de cette intervention de l'État, qui disent finalement, maintenant, vous aidez les voleurs qui nous ont arnaqués pendant des années. Est-ce que c'est votre rôle? Et donc, on va faire une autre solution. On va demander à la Réserve fédérale de racheter ces titres pourris à la place de l'État. Et l'État, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des participations donc les 700 milliards du plan Paulson, ça va consister en partie, pas complètement, mais aussi à racheter des participations dans les grandes banques. Et donc, c'est la banque centrale, la Réserve fédérale, qui va racheter ces titres. Et donc, ça va être le début du quantitative easing. Mais ça, on est bien d'accord que c'est un truc complètement délirant par rapport à une vision néolibérale normale. Eh ben, c'est là où le néolibéralisme se contredit lui-même, parce qu'il dit l'État au service du marché. Donc, si on pense ça, alors, comme il n'y a plus de prix, c'est à l'État de faire les prix pour que le marché continue de fonctionner. Et d'ailleurs, c'est ce qui va passer. Ça va rétablir le marché. Mais là où ça ne va pas, c'est que on a bien ici des prix négociés, des prix décidés par l'État, et donc c'est plus du tout des prix de marché. Et donc, c'est contraire à la logique néolibérale. Mais d'un autre côté, c'est dans un certain sens pour sauver le néolibéralisme de lui-même. Ouais, mais est-ce que je peux me permettre une remarque? Est-ce qu'en fait, ce n'est pas simplement à ce moment-là qu'il est mort définitivement, voire même un petit peu avant, au début des années 2000, à ce qu'on peut appeler néolibéralisme? Je m'explique parce que tu le définis très bien, c'est ce qu'on a dit, le néolibéralisme, tu vois, ça va être Milton Friedman, c'est un peu la caricature. Bon. Mais l'époque qu'on vit actuellement, c'est quasiment, je ne vais pas dire le contraire, mais enfin, c'est quand même en opposition sur plein de sujets. Parce que Milton Friedman, tu lui aurais dit, tiens, la Banque centrale, elle va imprimer 3 000 milliards. Le mec aurait dit, vous plaisantez. Évidemment. Tu aurais dit à Milton Friedman, tiens, on va sauver toutes les banques qui ont fait n'importe quoi, donc elles ne vont pas faire faillite, et donc l'actionnaire ne sera pas sanctionné par, évidemment, la sanction ultime qui est la faillite de la boîte et donc la perte de tout ce qu'il possède parce que la boîte a fait n'importe quoi. Il te dirait, mais vous êtes fou. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un système, et c'est peut-être ce que tu penses, je te pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau système, mais qui est quand même très différent de ce qu'était le néolibéralisme dans lequel on vit, qui est un espèce de je ne sais pas, ça ressemblerait un peu à un communisme de riches, en fait, et puis un lycéférisme pour tous les pauvres, des subventions délirantes aux entreprises, on le voit, la baisse des recettes publiques permanentes, et donc des équipes budgétaires de plus en plus importantes, ce qui n'est pas une vision néolibérale. Et quand on entend à le dire un peu facilement,
Macron est néolibéral, mais sur quoi en fait? Est-ce qu'il n'est pas libéral? On voit qu'au contraire, c'est un régime conservateur qui devient violent, qui devient presque illibéral sur certains côtés. C'est de manifester en ce moment, c'est pas terrible en France. Et donc, quand tu remets tout ça bout à bout, c'est pas quelque chose de nouveau qui a remplacé en fait le néolibéralisme à ce moment-là? C'est toute la question. Alors, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la gestion de la crise financière, c'est une sortie du néolibéralisme. D'ailleurs, c'est la thèse du livre en fait, parce que le livre dit, à partir de 2008, eh bien, on crée des prix. On crée des prix pour tous ces actifs, et donc c'est des prix qui sont du coup des prix administrés. Et ça va le plus loin parce que le but du quantitative easing, c'est de déterminer les taux d'intérêt. Alors ça, c'est jamais dit comme ça n'a jamais été dit explicitement. Je suis allé regarder les annonces de quantitative easing des banques centrales, comment elles justifiaient. Elles disaient « Oh, l'inflation est trop faible, il faut augmenter l'inflation à 2%. » Sachant que cette idée d'inflation à 2%, elle sort de nulle part. Les néolibéraux n'ont jamais dit une inflation à 2%, ils ont dit une inflation à 0, voire Friedman disait une inflation négative. Donc elles arrivent avec cette idée d'inflation à 2%. La Banque centrale européenne a même changé sa définition de la stabilité des prix. Avant, elle disait c'est une inflation proche mais plus faible, mais inférieure à 2%. Maintenant, depuis juillet 2021, donc, elle dit c'est 24%, c'est très bien. Non, elle dit qu'il faut une inflation en moyenne à 2%. Mais ça change tout. Ça change tout parce qu'une inflation en moyenne de 2%, c'est-à-dire que si on est à 3 ou 4, c'est pas grave. Alors, il n'y a pas un gros succès quand même dans leur truc. Hein. Ah non, oui, mais en moyenne sur 3 siècles, 2%, c'est pas mal. Ouais, d'accord, mais enfin, il ne faut pas être au moment où elle était à 10. Alors voilà, alors, mais à cette époque-là, elle pensait qu'on commençait à dépasser les deux. Voilà, depuis, on est arrivé à 10% en zone euro quand même d'inflation. Quand tu as en 80 une inflation à 10%, tu vas mettre les taux d'intérêt de refinancement des banques, c'est-à-dire le taux d'intérêt le taux d'intérêt de base, à 20%. Aujourd'hui, on a une inflation à 8% et on s'inquiète d'avoir des taux d'intérêt à 4%. On n'est plus dans le même monde. Le coût réel de l'argent est beaucoup plus faible aujourd'hui que dans les années 80. Et pourquoi on fait ça? Parce que tous les acteurs de l'économie sont hyper endettés. C'est-à-dire que quand on regarde le taux d'endettement global de l'économie américaine, aujourd'hui, on est à 4 fois le PIB, alors qu'on était à 100, 150%, une fois et demie le PIB au début des années 80. Et donc, augmenter les taux d'intérêt quand on est peu endetté, ça n'a pas d'effet, ça ne va pas mettre tout le monde en faillite. Mais quand on est 3 fois plus endetté, eh bien, ça peut créer une faillite en chaîne. Et donc, en fait, les banques centrales sont coincées. Après avoir tant financiarisé l'économie, financiariser veut dire augmenter globalement les dettes, eh bien, elles ne peuvent plus avoir des taux d'intérêt réels qui soient trop importants, sinon elles vont faire s'écrouler le système. C'est intéressant finalement toute ton histoire du néolibéralisme, parce que tu nous as dit que c'est l'Union européenne qui t'a amené à parler de ça. Donc j'aimerais bien qu'on développe un peu toute cette partie-là, parce que tu en es quand même un grand spécialiste. Alors finalement, voilà, quel lien entre UE et néolibéralisme? Alors, le lien, il vient... Alors ça aussi, je le raconte un peu dans le livre. Il vient de l'Allemagne, c'est-à-dire d'une école du néolibéralisme qui s'appelle l'ordolibéralisme. Qui a cherché à reconstruire l'Allemagne selon une nouvelle idéologie, une nouvelle doctrine qui n'était pas celle des nazis. Donc quand l'Allemagne se reconstruit, il faut dénazifier le pays. Donc on va chercher à trouver des cadres, hein, des personnalités qui sont capables de diriger le pays et qui ne soient pas complètement corrompus par le nazisme de l'époque précédente. Donc, ce que vont faire les autorités américaines et britanniques et françaises, hein, qui contrôlent la partie ouest du territoire allemand, c'est de trouver des cadres, donc des économistes, sur lesquels s'appuyer. Et en fait, il se trouve qu'il y avait une école de pensée qui était vraiment assez anti-nazie et qui était l'école de Fribourg, dans laquelle se trouvaient des cadres néolibéraux. Donc, je remonte à cela parce que c'est l'Allemagne qui ensuite donc va mettre ce modèle ordolibéral, donc va créer avec le principe premier qui est la libéralisation des prix. C'est-à-dire que l'Allemagne va libéraliser ses prix avant tout le monde, mais dans un contexte international où beaucoup de prix sont de toute façon régulés. Parce que les matières premières, parce que l'énergie, parce que les monnaies, tout ça, et la finance, tout ça est de toute façon... l'Allemagne a des prix libres, mais dans un contexte international avec des prix dirigés dans quasiment tous les autres pays. Et donc, le modèle allemand, il va plutôt bien fonctionner grâce à ça, parce qu'il a un modèle néolibéral dans un contexte non néolibéral, keynésien, de contrôle des prix de production. Et donc, quand on va commencer à créer l'Union européenne, donc en 1957,
puis ensuite on va mettre en œuvre la PAC, puis en 62, puis en 68 on aura le tarif extérieur commun, enfin l'union douanière. Et ensuite, en 86, on va avoir donc l'acte unique et en 92, la monnaie unique. Eh bien, dans ce processus de construction, les Allemands vont systématiquement insister pour que les principes ordolibéraux soient au cœur de la construction européenne. D'où les termes économie sociale de marché, d'où l'idée de la concurrence libre et non faussée, d'où aussi l'idée, c'est eux qui vont insister, ça aussi j'ai découvert ça en lisant le livre d'Abdelal qui parle de la mondialisation financière. C'est les Allemands et les Français d'ailleurs qui, en 86, avec la signature de l'acte unique, décident de ne pas protéger, de supprimer tout contrôle aux mouvements de capitaux. Alors j'insiste sur un point. Le contrôle des mouvements de capitaux, c'était quelque chose de parfaitement admis dans les économies depuis les années 30 jusqu'aux années 80. Contrôle des mouvements de capitaux ne veut pas dire interdiction des mouvements de capitaux. Ça veut dire que l'État a un droit de regard sur l'argent qui rentre et qui sort. Et les Allemands, eux, ils étaient sur une idée donc, de marché financier libre. Donc un marché financier, l'État ne doit pas intervenir dans le marché et donc il ne doit pas empêcher les uns les autres de commercer s'ils le souhaitent et notamment de déterminer les prix. Au milieu des années 80, en 85, il n'y avait que 3 pays avec une totale liberté des mouvements de capitaux. Les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. La France contrôlait les mouvements de capitaux comme la plupart des pays développés. Et donc quand il a fallu créer donc, le marché unique, il a fallu, on pensait déjà à l'euro à ce moment-là, mais on ne l'avait pas encore conçu, enfin on n'avait pas encore négocié l'euro, mais on pensait qu'il fallait supprimer les frontières de tous les moyens de production, donc du capital et du travail, pour créer donc cette espèce de grand marché unique. Et les Allemands ont tenu à ce que si on libéralisait les mouvements de capitaux à l'intérieur de l'Union européenne, il fallait qu'on libéralise aussi les mouvements de capitaux à l'extérieur vis-à-vis des pays tiers hors de l'Union européenne. Et depuis 1986, on a donc, dans les textes européens, l'obligation, l'interdiction plus précisément, de contrôler tout mouvement de capitaux non seulement en interne, mais aussi en externe, vis-à-vis notamment des Chinois ou d'autres autres. C'est ce qui semble un peu plus fou, parce que rigueur, tu peux dire, bon, je fais un marché, j'ai une vision même fédéraliste, bon, ok, je ne contrôle pas les capitaux à l'intérieur, mais en plus, tu t'es engagé à ne pas contrôler à l'extérieur, et tu as envie de dire, et si demain les autres, ils contrôlent les capitaux, en fait, on va vraiment être les dindons de la farce, parce qu'avant de changer les traités européens pour reprendre une main sur l'échange, c'est quand même assez fou. Mais on retrouve Hayek et Mises ici. C'est-à-dire que le capital, c'est un moyen de production, et les prix du capital doivent être des prix de marché, et donc si on va avoir des prix de marché, on ne peut pas contrôler les mouvements de capitaux. Et les Allemands, ils sont complètement imbibés de cette idée. Et alors maintenant, il y a des possibilités de contrôler les rachats d'entreprises stratégiques par les Chinois, des trucs comme ça. Mais enfin, d'ailleurs, si on a été victime de la crise des subprimes, c'est justement parce que les Américains ont pu vendre leurs créances pourries à toutes les banques européennes, parce qu'il n'y avait aucune possibilité pour les États d'interdire ce genre de rachat. Les Chinois n'ont pas été touchés par la crise des subprimes parce qu'en fait, ils ont acheté des titres moins rémunérés, mais beaucoup plus solides, qui étaient les bons du Trésor américain. Et enfin, ça pose peut-être des questions qui vont au-delà de c'est l'État qui doit empêcher les banques d'être suicidaires quand même, peut-être, non ? C'est-à-dire que la concurrence crée le suicide. La concurrence, c'est si eux, ils font 5% de rentabilité et que moi, je fais que 3%, eh bien, je vais perdre tous mes investisseurs et je ne vais pas pouvoir me développer. C'est le principe, c'est comme ça que fonctionne en fait l'économie de marché. La concurrence, c'est du benchmark, comme on dit, c'est-à-dire on se compare à l'autre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les banques se sont mises à avoir des actions risquées, parce qu'ainsi elles augmentaient leur rendement, leur rentabilité, au-delà de la banque concurrente, et du coup elles attiraient les investisseurs. Et seules les règles d'encadrement des États empêchent les banques de faire n'importe quoi. Sauf que les règles, on avait de moins en moins, puisqu'on voulait organiser un système de marché autorégulé. Et surtout si tu as dit que tu allais renflouer les banques, et le jour où elles feraient faillite, les laisser mourir de leur belle mort. Oui, mais ça, à la limite, les banques ne le savaient pas forcément. Je crois qu'elles étaient convaincues que ces systèmes étaient fiables. Il y avait les agences de notation qui disaient « Regardez ces créances, elles sont parfaites ». Mais après, maintenant, on sait que les banques, on ne peut pas laisser une banque systémique faire faillite. Parce qu'on sait que ça veut dire que ça fait disparaître. Il faut comprendre, hein, une banque systémique qui fait faillite, ça veut dire que le système financier, bancaire s'effondre. En fait, c'est une banque qui est trop grosse, tout simplement. Elle est tellement grosse qu'elle ne peut pas faire faillite, ça y a trop de problèmes. Mais quand une banque fait faillite, parce que je sais que les gens disent on n'a qu'à laisser les banques faire faillite. Mais en fait, on est tous créanciers des banques.
On a tous de l'argent sur son compte. Et ce que c'est que l'argent sur le compte, c'est l'argent qu'on a prêté à sa banque. Et quand une entreprise fait faillite, n'importe laquelle, elle ne rembourse pas toutes ses dettes. Alors, il y a la garantie des dépôts de 100 000 €, mais au-delà de ça, on n'est pas garanti. Et les entreprises, les grosses multinationales, elles ont des comptes en banque au moment où elles versent les salaires qui sont supérieurs à 100 000 €. Donc, le problème, c'est que si on laisse une banque et toutes les banques faire faillite, alors quand une grosse banque fait faillite, elle fait faillite elle-même toute seule parce qu'elle a fait n'importe quoi, ok. Mais le problème, c'est que toutes les banques qui ont prêté à cette banque subissent des pertes. C'est ça le problème de la faillite systémique. Et elles n'ont pas fait n'importe quoi. Elles ont été prudentes. Elles ont prêté à une grosse banque qui paraissait solide. Elles leur ont fait confiance. Si cette grosse banque fait faillite, les petites banques qui lui ont prêté, elles aussi vont faire faillite. Et c'est ce qu'on appelle un effet de domino. Tout s'enchaîne, tout s'effondre. Et nous qui avons mis de l'argent dans nos comptes bancaires, on n'est pas responsable non plus. Mais on risque de perdre son argent s'il n'est pas garanti par l'État. Et si l'État garantit d'ailleurs les comptes de moins de 100 000 €, encore faut-il qu'il trouve l'argent pour rembourser les gens. Parce que quand une banque fait faillite, on arrive toujours à trouver, l'État, il intervient, et effectivement, la garantie du dépôt fait que les gens qui ont moins de 100 000 € pourront être garantis. Mais si tout le système bancaire fait faillite, tu vois bien que ce n'est pas possible. Et donc, il y a une impossibilité à laisser une grosse banque faire faillite. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008. Il y avait déjà des systèmes de garantie des dépôts, par ailleurs, mais l'État savait qu'en sauvant une banque, ça coûterait moins cher aux contribuables qu'en sauvant tous les ménages qui avaient déposé de l'argent sur ces banques. Sur ce point-là, on est bien d'accord. Donc après, la question, c'est est-ce que je laisse des banques aussi grosses? Est-ce que je laisse des banques faire à la fois leur activité classique de banque, de prêter aux ménages, de prêter aux entreprises, et puis d'aller spéculer, sur le cours du gaz en ce moment? Et est-ce que je leur laisse faire des opérations internationales où ma banque est peut-être bien en France et puis demain, pas de bol, la filiale en Grèce fait faillite et puis ça m'entraide moi-même en filiale. C'est ça quand même qui est fou, c'est qu'on laisse faire des systèmes qui nous prennent en otage pour le coup, vraiment, parce qu'elle est trop grosse pour faire faillite. Mais si la banque, si tu prends une banque historique, une banque des années 70, quand tu prends son bilan, tu regardes ses créances, elle a des créances sur la population, elle a des créances sur les entreprises, elle a des créances sur les ménages qui ont emprunté pour l'emprunt immobilier. Alors, ok, si elles s'y prennent mal, si elles prêtent trop facilement, s'il y a une crise économique, tu vas augmenter la proportion de défauts, de ménages, d'entreprises qui ne remboursent pas. Mais enfin, avant que ça coule la banque, il faudrait vraiment que la crise elle soit énorme ou que la banque ait vraiment fait n'importe quoi. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu as tous ces systèmes financiers qui ont des effets de levier colossaux, là, tu risques d'entraîner une explosion de la banque. On peut perdre tous ses fonds propres, 3 fois ses fonds propres, 4 fois ses fonds propres. Mais c'est ce système-là qu'on ne remet jamais en question, en fait. On t'explique que c'est bien, c'est soi-disant utile. Bon, ça n'existait pas pendant les 30 Glorieuses, ça n'a pas empêché les 30 Glorieuses, mais maintenant, si ils ne peuvent pas... Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils font des espèces d'opérations d'assurance en plus. C'est-à-dire, ils assurent que le prix du gaz ne va pas augmenter trop, le prix de l'électricité ne va pas augmenter trop, mais ils n'ont pas les fonds pour faire face si vraiment ça arrive. Et c'est pour ça qu'ils risquent de faire faillite, comme avec les subprimes, en fait. Alors, on a quand même fait je ne dis pas on, parce que moi et toi, on n'est pas concernés, mais il y a eu quand même des nouvelles règles qui ont été mises en place, notamment en Europe, avec l'union bancaire, qui fait que toutes les banques systémiques sont supervisées directement par la Banque Centrale Européenne. Oui, mais ça change quoi si et l'augmentation des ratios de solvabilité, qui fait que si elles ont des pertes, elles peuvent éponger ces pertes. Mais ce qui a changé, c'est que maintenant, c'est la Banque Centrale qui va faire faillite, tellement qu'ils font n'importe quoi. Elle ne peut pas faire faillite, c'est une banque centrale. Mais, c'est ce que je veux dire quand même. Oui, non, mais après, la supervision n'est pas... c'est pas que les banques centrales renfloueront, c'est qu'elles supervisent, donc elles contrôlent ce qui se fait. D'accord, moi je suis content si Gainsbourg supervise ma consommation de cigarettes, si tu veux. Ok, je me dis, bon, ça va pas être trop sévère, et c'est ce qui se passe, puisqu'en plus, tu as bien vu que le régulateur a été pris en otage pour le réguler. Oui. De toute façon, qui aujourd'hui est à la tête du régulateur français, de la Banque de France? Le gouverneur, c'est bien l'ancien PDG de BNP. Alors la Banque de France, justement, s'occupe de toutes les petites banques qui ne sont pas systémiques. La BNP, elle est directement supervisée, c'est ça l'Union bancaire, par la Banque Centrale Européenne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la tête des régulateurs, tu as mis le régulé. C'est sûr que ça va être bien contrôlé, cette histoire, c'est pas un entre-soi. Oui, mais au-delà de ça, mais je suis d'accord avec tout ce que tu dis, mais il y a un autre problème qui, à mon avis, est beaucoup plus fondamental, c'est à quoi sert la finance? Est-ce que la finance, ça sert à déterminer des prix, ou est-ce que la finance, ça sert à allouer le capital de manière efficace? Et en fait, quand on pense comme un néolibéral, on se dit, l'objectif de la finance, c'est de déterminer les prix, les valeurs des titres financiers, pour orienter, pour créer des systèmes d'incitation qui vont permettre d'allouer avec ces prix de marché, de faire en sorte que les opérations les plus rentables soient toujours financées. Et moi, je pense que la finance n'a pas ça pour objectif. La finance devrait avoir pour objectif de prévoir l'avenir, c'est-à-dire de discuter politiquement, collectivement, de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut produire comme moyen de production, parce que la finance, elle a cette vocation-là, cette vocation première, qui est de décider
quel bâtiment, quelle route, quel système productif, quelle machine, quelles usines on va construire sur un territoire donné ou dans un espace donné. Et cette décision ne peut pas être prise uniquement sur le critère de la rentabilité et sous un mécanisme d'incitation, de prix, de valeur qui sont déterminés par l'offre et la demande internationale par des agents qui, par ailleurs, ne subiront aucune conséquence des mauvais investissements qu'ils vont allouer. Parce que c'est là où on retrouve le problème de la finance, c'est-à-dire qu'on est sur du long terme, on est sur quel va être le système économique dans 30 à 40 ans. C'est ça que fait aujourd'hui les financiers. Ils décident où va aller l'argent pour produire, pour aller dans tel bien d'investissement. Derrière, c'est nous tous qui allons subir les conséquences de ça. Si on investit dans du pétrole et ça veut dire qu'il va falloir que ça soit rentable, il va falloir qu'on émette encore beaucoup de CO2 qui va aussi poser problème à la planète. Si on décide d'investir dans des énergies non carbonées, eh bien, ça ne va pas avoir la même conséquence. Et le problème, c'est que ces décisions d'investissement, elles sont le produit des marchés financiers. Et je pense qu'il faut redonner du sens à la politique. Et ça veut dire donc sortir de la mécanisme des prix de marché, ça veut dire faire une autre forme de finance, une finance qui ne se contente pas simplement d'évaluer les prix des actifs, souvent que parfois d'ailleurs il n'y arrive pas, voire la crise des subprimes, mais qui, à l'issue d'un processus de discussion, de débat démocratique, dans lequel le politique doit intervenir, décide où allouer les investissements de demain, qui seront l'économie de demain. Et ça, on n'y est pas du tout. Donc c'est là où, pour moi, je pense que le vrai problème, il est là. Il n'est pas dans les mécanismes de régulation qu'on peut prendre, il est dans à quoi sert la finance. Alors justement, dans les décisions d'investissement, il y a un sujet sur lequel tu as beaucoup écrit, c'est les choix d'investissement dans l'industrie en particulier. C'est ce qui s'est passé dans l'Union européenne depuis plusieurs décennies. Alors, quelle est ta vision et ton analyse de ce qui s'est passé sur notre industrie? Alors, tout à l'heure, je disais, l'acte fondamental de l'Union européenne tel qu'elle fonctionne aujourd'hui, c'est l'acte unique, c'est le traité de 86, qui est un traité très peu connu parce qu'il n'y a pas eu de référendum, donc les gens, ça a un peu passé par-dessus la tête. Cet acte unique, il transforme le marché commun en marché unique, c'est-à-dire un marché dans lequel les pays commerçaient librement des marchandises à une économie européenne dans laquelle on va pouvoir organiser la libre circulation du capital et du travail. Et le capital et le travail, ce n'est pas des marchandises, c'est des moyens de production. Et donc le problème, il est que en organisant à l'échelle européenne la libre circulation du capital, eh bien, on a permis aux industriels d'aller créer des usines là où elles étaient les plus efficaces, ce qui est à peu près normal pour un industriel, mais elle est plus efficace là où il y a beaucoup d'usines. C'est-à-dire qu'en général, là où il y a des territoires très industrialisés, ils bénéficient de systèmes logistiques, ils bénéficient de sous-traitants qui sont à proximité, ils bénéficient de ports très souvent parce que les gros centres industriels se situent près des ports ou près des rivières ou des canaux de navigation qui conduisent à ces ports. Parce que le transport le moins coûteux dans l'industrie, c'est les bateaux, en fait, c'est les cargos ou les péniches. Et donc, en fait, quand on regarde le fonctionnement de l'Europe aujourd'hui, eh bien, les deux endroits où c'est intéressant de produire des usines, c'est près des ports de la mer du Nord et jusque, on va dire, en Autriche, parce que l'Autriche est reliée aux grands ports de la mer du Nord via les canaux et les rivières et le Rhin, le Danube et le canal qui relie le Danube au Rhin. Et puis aussi dans l'Europe de l'Est, où les coûts salariaux sont 4 fois plus faibles ou 5 fois plus faibles que dans l'Europe de l'Ouest. Et donc, quand on regarde une carte européenne, on a des territoires qui sont hétérogènes, dans lesquels les taux de profit pour une usine vont être plus importants que dans d'autres. Et le problème, c'est que ça crée une dynamique. C'est-à-dire que plus on va implanter d'usines près des ports de la mer du Nord, plus ces territoires, qui sont donc dans ces régions-là, vont attirer de nouvelles usines. C'est ce qu'on appelle l'effet d'agglomération. Plus il y a d'usines, plus il y a de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie, plus il y a de recherche dans l'industrie, plus il y a des systèmes efficaces de logistique, et plus du coup, ça devient intéressant d'implanter une nouvelle usine dans ces endroits-là. C'est ce qu'on appelle un cluster aussi en économie. C'est une espèce de spécialisation territoriale dans l'industrie. L'Union européenne a organisé, avec l'acte unique, la concurrence des territoires. Et dans cette concurrence, il y a des territoires qui sont plus égaux que d'autres, il y a des territoires qui ont des avantages territoriaux que n'ont pas les autres. Et donc, comme on interdit aux États d'intervenir sur ces inégalités, parce qu'on n'a pas le droit de concurrence libre et non faussée, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'intervenir pour fausser les règles de la concurrence, eh bien, mécaniquement,
par un effet de structure, par le temps qui passe, les investissements industriels vont se mettre soit en Allemagne, dans la zone allemande, près des 4 grands ports de la mer du Nord qui sont les débouchés de toute l'industrie européenne, soit pas loin de l'Allemagne, en République tchèque, en Pologne, puisque là, on peut avoir des coûts de main-d'œuvre plus faibles et des coûts logistiques qui ne sont pas très importants, puisqu'on est à proximité de l'Allemagne. Et donc, quand on regarde une carte européenne, on s'aperçoit que l'industrie se renforce dans le centre du continent, centre, c'est-à-dire Allemagne, Pologne, Autriche, dans ces pays, dans ces régions-là, et elle déserte la périphérie, c'est-à-dire toute l'Europe du Sud, mais aussi même l'Europe du Nord. Donc, quand on regarde les chiffres de la baisse de l'emploi industriel en Finlande et en Suède, c'est absolument catastrophique. Et en Royaume-Uni aussi, tant que le Royaume-Uni était dans l'acte unique, indépendamment de l'euro d'ailleurs, parce que l'euro n'est pas concerné par ces mécanismes de libre circulation du capital. C'est le marché unique qui est concerné. Et donc le Royaume-Uni s'est désindustrialisé de la même façon. Le seul pays qui s'en sort parmi les pays périphériques, c'est l'Irlande. Mais l'Irlande, parce que l'Irlande pratique une politique de dumping fiscal extrêmement agressive depuis les années 80. Et donc ils ont réussi à récupérer, à pas trop perdre, on va dire, et à récupérer une partie de l'industrie en permettant aux entreprises de payer aucun impôt. Mais pourquoi on a laissé dépecer à ce point-là notre industrie chez nous? Parce qu'on était, certes, on n'était pas l'Allemagne, mais enfin, on avait quand même une base industrielle par le passé. Et on voit qu'on vend tout ça régulièrement, que ça quitte le pays et qu'on ne fait rien du tout. Parce que, je pense que parce que les économistes ne comprennent pas ces mécaniques géographiques. Les économistes sont incapables de relier leur pensée économique avec la réalité des territoires. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas sûr que... moi, par exemple, la question de la crise de l'euro, que j'ai étudiée dans la fin de l'Union européenne, que j'ai coécrit avec Coralie Delhomme, ça a été... On a regretté Coralie, pour laquelle on a une pensée, qui en plus rejoint Lucide aussi, qui nous a quittés il y a 2 ans, pratiquement jour pour jour. Et pour votre livre sur la fin de l'Union européenne, je signale aussi qu'on en a fait du coup une fiche qui le résume sur Lucide. Eh bien, je te remercie. Je n'avais pas vu cette fiche, alors je vais regarder. Merci. Et donc, avec Coralie Delhomme, on a écrit donc ce livre dans lequel on s'est interrogé sur d'où vient la crise de l'euro. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que certains territoires, certains pays ont subi la crise et puis pas d'autres. Et ce qui nous est apparu, c'est que c'était une logique industrielle. Ces pays avaient perdu leur base industrielle, en particulier la Grèce, le Portugal, l'Espagne, Chypre évidemment. Bon, Chypre avait jamais beaucoup de bases industrielles, mais même l'Irlande avait, malgré le dumping fiscal, avait des problèmes de... en fait, il y avait des chiffres faux en fait, qui étaient au cœur de l'Irlande. Puisqu'elle attire des capitaux, mais ils repartent immédiatement après, ils payent moins d'impôts et puis ils revont ensuite dans leur pays d'origine. Et donc nous, ce qu'on étudiait, ce qu'on pensait, c'est que la crise de la zone euro était d'abord une crise industrielle. C'est cette crise sous-jacente qui expliquait les déséquilibres. Sauf que quand on regarde ce que disent les économistes, je parle ici des économistes universitaires, qui sont les conseillers de tous les gouvernements, c'est que pour eux, la crise de l'euro, c'était une double crise. Une crise financière pour l'Espagne et l'Irlande, donc pas assez de régulation financière, d'où la réponse de l'union bancaire, nouvelle régulation financière pour éviter tout ça. Et puis pour la Grèce et le Portugal, c'était une crise de trop d'endettement public, d'où des mécanismes de renforcement des règles de contrôle des déficits publics. Mais aucun n'a pensé que c'était derrière une crise du marché unique. Ce que moi je pense, c'est-à-dire que ces pays, ils ont été victimes de l'assèchement industriel lié au fait qu'ils étaient en concurrence avec des territoires qui avaient des avantages territoriaux extrêmement forts. Mais là, tu parles beaucoup de la partie industrielle, mais est-ce que plus largement, il n'y a pas aussi cette espèce de dumping social qui a eu lieu? Parce que ça se passe aussi sur les services, quand tu n'as pas évidemment du tout les mêmes coûts du travail dans l'Europe centrale que dans le reste de l'Europe. Et d'ailleurs, est-ce que ce n'est pas aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu élargir aussi vite l'Union européenne, d'avoir justement cette manœuvre bon marché corvéable? Alors, il y a 2 choses là. Ce qui est au cœur des déséquilibres, c'est l'industrie. L'industrie, en France, c'est 12% du PIB, mais c'est encore les 3/4 de nos exportations. Après, il y a une deuxième chose qui est la logique d'abaissement du coût du travail et d'augmentation de la compétitivité. Et clairement, là, on a fait appel à une main-d'œuvre d'Europe de l'Est avec le mécanisme de dumping par excellence qui est
la directive détachement, hein, le principe du détachement qui permet à des ouvriers polonais de travailler en France. Alors, ils doivent être payés au SMIC, mais avant la réforme qui a eu lieu récemment, ils n'avaient pas le droit de toucher les mêmes droits sociaux. Et encore aujourd'hui, ils ne cotisent pas en France, ils cotisent dans leur pays d'origine. Et puis, il y a tous les mécanismes, le ciel unique européen, la libre circulation des camions. Parce que là, par exemple, les camions qui circulent en France, ce n'est pas des camionneurs français. Ils sont roumains et ils font ce qu'on appelle du cabotage, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils sont soi-disant en train d'amener des marchandises en Espagne, sauf que pour amener des marchandises en Espagne, il faut qu'ils passent en France. Et en fait, ils vont faire des courses sur les territoires français à des tarifs roumains. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas considérés comme des résidents français, comme des travailleurs français. Ils sont considérés comme des travailleurs roumains. Et ceux qui les embauchent, c'est les entreprises françaises qui embauchent des camionneurs roumains qui vont payer 3 fois ou 4 fois moins que les camionneurs français. Et ça, c'est du dumping. Hein. Alors ça, l'idée derrière, c'est de baisser le coût des services, de transport en particulier, pour améliorer les marges des entreprises, toujours pareil, pour attirer de nouveaux investissements sur nos territoires plutôt qu'en Allemagne ou en Italie. Mais en fait, ça ne pèse pas suffisamment. C'est-à-dire que malgré tous les efforts faits par les gouvernements de baisser le coût du travail, d'augmenter les marges des entreprises, ça augmente, hein, les marges d'entreprise, elles augmentent, elles n'ont jamais été aussi importantes. Les dividendes, on a encore eu un record de dividendes versés en 2021 et on va encore avoir un record de dividendes versés ensuite en 2022. Mais en fait, le problème, il est toujours de comparaison. Si en Allemagne, les profits augmentent autant ou plus, eh bien, l'écart avec l'Allemagne sera toujours le même. Et donc, cette espèce de course à l'augmentation des profits pour attirer les investisseurs chez nous plutôt qu'ailleurs, en fait, ça sape tout. Évidemment, ça ne sert à rien parce qu'on va toujours avoir 1% de plus de l'autre côté de la frontière. Et puis surtout, ça sape complètement toute la base sociale du pays. Et ça explique les mouvements des Gilets jaunes, la montée du populisme, l'extrême droite en Italie, en Suède, etc. Tu en as parlé aussi, mais un autre axe qui est fort dans cette concurrence qu'on se crée en interne, totalement pas libre et faussée, c'est le dumping fiscal. On ne pas de l'Irlande. Donc, on a fait une zone de marché unique, une forme libre, avec des paradis fiscaux dans la zone. Ouais. Mais pourquoi? C'est quoi d'ailleurs les pires pays? Et est-ce que ça s'améliore avec le temps ou pas du tout? Et ça ne s'améliore pas avec le temps parce que la Commission européenne, qui est consciente du problème, parce qu'elle représente quand même la plupart des pays. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Apple a été condamné à, je crois, 13 milliards, je crois que c'est 13, je peux me tromper, d'amende par la Commission européenne pour atteinte à la concurrence, parce que Apple n'avait pas payé d'impôts en Irlande pendant 15-20 ans. C'est le choix du gouvernement irlandais d'attirer Apple et les capitals productifs en faisant... En fait, ils ont un taux de fiscalité des entreprises qui est très faible, qui est à 12,5%. Mais Apple n'a même pas payé ces 12,5%, d'où l'idée d'aide publique, parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle un rescrit fiscal, ils ont négocié avec le fisc pour ne pas payer d'impôts. Donc pendant 10, 15, 20 ans, je ne sais plus exactement, Apple n'a pas payé d'impôts, donc la Commission européenne a considéré que c'était une aide détournée de l'État, et que ça c'était interdit avec les règles de la concurrence. Est-ce que tu sais ce qui s'est arrivé? Apple n'a jamais payé ces 13 milliards. Et tu sais pourquoi? Parce que l'Irlande a fait appel, Apple a fait appel, Apple a accepté de mettre sur un compte bloqué les 13 milliards, Apple peut tout à fait financer 13 milliards, hein. Apple c'est une entreprise richissime. Et l'appel a été donc suspensif, la Cour de justice de l'Union européenne s'est penchée sur le dossier et elle a décidé qu'il n'y avait pas d'atteinte à la concurrence. Et donc maintenant, il y a un deuxième appel. Enfin, c'est pas un appel en fait, puisque la Commission européenne n'est pas un juge. Hein, donc la Commission européenne a décidé d'une amende administrative. Ils sont allés voir le juge qui est la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne a donné raison à l'Irlande et à Apple et donc a annulé l'amende. Et là, maintenant, ils sont en procès en appel. C'était en 2016, hein, cette amende, et aujourd'hui, on est en 2022. Et donc, Apple n'a jamais payé cette amende. Et si ça se trouve, ne paiera jamais cette amende, puisque ça se trouve, la Commission européenne va perdre l'appel. Et donc, la question est, pourquoi la Cour de justice de l'Union européenne va ainsi contre, et tu vois, elle va contre les décisions de la Commission européenne. Mais c'est des gauchistes, moi je suis sûr, c'est pas ça. Alors, parce que la Cour de justice de l'Union européenne, c'est 27 juges, un juge par pays, et elle est garante des traités. Et on revient sur le problème des traités, c'est-à-dire libre circulation du capital et l'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne, c'est dire, eh bien, en fait, il n'y a pas de raison
de sanctionner un gouvernement qui a décidé de baisser la fiscalité à 0 pour une entreprise. On n'est pas là pour juger des politiques qui sont menées, des politiques fiscales qui sont menées dans ces pays. Et pourtant, les traités, ça parle bien de concurrence libre et non faussée. Je veux dire, si elle n'est pas faussée à ce niveau-là, oui, alors, mais... du coup, la concurrence... oui, d'accord, mais... Alors, en fait, dans le traité, il n'y a pas le terme concurrence. Tu vois que c'est encore les néolibéraux qui perdent, parce qu'ils ont trouvé encore bien pire qu'eux, une espèce de plutocratie, je ne sais pas, voilà, qui arrive même à détourner des trucs très clairs pour faire en sorte que non, ils n'aient pas payé 13 milliards. Disons qu'on ne définit pas la concurrence. Alors, parce que cette idée de concurrence, ça vient des ordolibéraux, donc ça vient complètement du néolibéralisme. Mais pour eux, la fiscalité n'atteint pas au libre fonctionnement du marché, donc elle est libre. Hein, les États peuvent fiscalement, et donc il n'y a pas d'atteinte à la concurrence. Si un État décide, et d'ailleurs maintenant il y a des politiques qui visent à faire converger vers un taux d'impôt sur les sociétés unique, hein, et l'Irlande a été... Qui sera 12%, je pense. Alors 15%, c'est ça, je suis pas loin. Voilà, hein. c'est 15%, mais l'Irlande devra, mais par ailleurs c'est pas fait encore, hein, l'Irlande devra arrêter les pratiques de rescrits fiscaux. Enfin, on est bien d'accord, c'est une escroquerie, parce qu'avant les taux ils étaient à 33%, tu as mis quelques paradis fiscaux à 12%, et puis tu dis allez, on va tous se mettre à 15%. Ben maintenant, comment on fait, vu la perte massive de ressources fiscales la politique de Macron, c'est de faire baisser, on va baisser à 25%, on va être à 25% maintenant. On a déjà perdu. Avant, c'était à 50%, hein, d'ailleurs, l'impôt sur les sociétés. C'est passé à 33% il y a déjà pas mal de temps, et sous Hollande et Macron, on est enfin Valls en fait, c'est lui qui avait amorcé ça, on va vers un taux d'impôt sur les sociétés à 25%, et peut-être qu'on ira plus faible, et que et là, évidemment, je suis d'accord, c'est un vrai problème. Hein, c'est-à-dire que derrière, la charge fiscale, elle repose sur les ménages, sur les taxes, essentiellement des taxes, hein, parce qu'on dit on n'augmente jamais les impôts, donc on augmente les taxes sur l'essence, sur le tabac, etc. Et l'augmentation de ces taxes, ça pénalise bien davantage les populations les plus pauvres, hein, contrairement à l'impôt qui, lui, est progressif. Et puis surtout, comment on paye aujourd'hui? Les citoyens payent par la dégradation des services publics. On l'a vu sur l'hôpital, je peux témoigner de l'université, de l'école, de la justice, avec des temps d'attente qui sont très très longs. Et en fait, l'assèchement de l'État et de sa capacité à se financer, c'est la conséquence du refus de fiscaliser tout un ensemble de pratiques des entreprises, des banques, etc. Et ça, c'est du néolibéralisme aussi, donc comme quoi il n'est pas complètement mort, le néolibéralisme, hein, parce que l'objectif de tout ça, c'est d'augmenter les taux de profit pour attirer les investisseurs chez nous, puisqu'on est toujours en concurrence avec les autres pays européens et les autres pays du monde. Un des leviers les plus forts de ce néolibéralisme, c'est donc l'Union européenne, puisque c'est par là qu'on arrive à faire diffuser cette idéologie, ces idées, ces directives, qui vont nous tomber dessus. On parle d'électricité, c'est une directive européenne, hein, le marché du gaz, c'est une directive européenne. Et le libre-échange. Oui, le libre-échange, évidemment, c'est construit par l'Union européenne. Qui est encore, qui est gravé dans le marbre des traités, mais on entend parfois, justement, que les gens qui disent, oui, bon, c'est vrai qu'il semble y avoir un petit problème, qui disent, en fait, c'est qu'on n'est pas allé assez loin, il faudrait encore plus d'Union européenne, plus de fédéralisme, plus de... Et qu'est-ce qu'on répond à ça, alors? Justement, ce que je viens de répondre tout à l'heure, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas déconstruit le modèle, les gens qui vont voir les effets négatifs du système pourront toujours répondre, c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans le modèle. Et c'est tout le problème. Aujourd'hui, à gauche, il y a des gens de gauche qui reprennent des mécanismes de pensée néolibéraux. Par exemple, le revenu universel. Donc, j'ai écrit un chapitre de livre, un livre qui vient de sortir d'ailleurs, j'ai montré que le revenu universel, ça participe de l'imaginaire néolibéral. Parce que c'est quoi le revenu universel? C'est donner à chacun le droit de consommer. Et donc, c'est l'État au service du marché, y compris les gens les plus pauvres. En fait, on garantit aux gens qui pourront consommer avec le revenu universel. Or, on devrait garantir le fait qu'ils aient une vie digne. C'est-à-dire que l'État devrait plutôt construire des logements, faire en sorte d'avoir des bons services publics et des salaires corrects pour les gens qui travaillent. Sauf que, finalement, comme on renonce à ça, parce qu'on a l'impression que ce n'est pas possible, parce qu'on a l'impression que c'est, oh là là, les vieilles rengaines des années 50 et 60, à l'époque où les communistes étaient importants, eh bien, on arrive à des utopies. On va donner le revenu universel à tout le monde et vous allez voir, on va corriger tout le problème. Et c'est pour ça qu'il faut décortiquer la pensée néolibérale et pas juste dénoncer les effets. Parce que sinon, on est capable de faire n'importe quoi. Justement, quand on parle de n'importe quoi et d'Union européenne, il y a un instrument de domination très fort qui s'appelle l'euro, que tu as évoqué rapidement. On voit très bien qu'il cause de plus en plus de difficultés. En effet, qu'il a, bien loin des promesses d'harmonisation de la zone, fait complètement diverger
diverger la zone sur plein de sujets, de désindustrialisation, enfin même d'inflation. Hein. Je rappelle qu'il est à 6% en France, à 25% dans les pays baltes. Alors bonjour pour gérer ce petit problème dans votre zone monétaire quand même. Dès le début, de très nombreux penseurs, d'ailleurs de gauche, de droite, surtout hors Union européenne, ont dit mais c'est n'importe quoi d'aller faire une monnaie unique, ça ne peut pas marcher. Et c'est vrai que si tu comprends ce qu'est une monnaie, ça a beaucoup de mal à marcher puisqu'elle doit être adaptée à ton économie, la monnaie. Et les économies divergent. Un peu comme une paire de chaussures. Là, tu as dit, on va mettre la même pointure à tout le monde, c'est cool, on va avoir la même paire de chaussures bleue avec des petites étoiles, la même pointure. Sachant qu'il y en a des grands pieds, des petits pieds. Évidemment, il y en a qui ont plus mal que d'autres. Et surtout, on se dit, mais ça sert à quoi? Trouvez un autre symbole, mettez un pin, si vous voulez, mais touchez pas la monnaie. On voit que ça va de plus en plus mal, que toutes les promesses que tu prends de l'époque sont toutes en échec grave. Je rappelle, plein emploi, plus forte zone de croissance de la planète, l'euro la chance, fameuse tribune de grands patrons des années 90. On finit par dire chez certaines personnes, ouais, c'est vrai que ça ne marche pas bien, mais si on fait quelque chose, ça va encore être pire. Donc on voit que c'est toujours, effectivement, on est quasiment à l'opposé de ce qu'on avait promis, mais surtout ne changeons rien. Quelle est ta vision de ce sujet de la monnaie? On voit que c'est complètement parti du débat public, il n'y a quasiment plus un homme politique qui en parle, parce qu'il est vrai qu'à force de propagande, même les Français ne comprennent pas trop quelles sont les conséquences. Qu'est-ce qu'on va faire de ça et comment on s'en sort en fait? Alors, l'euro, c'est une des composantes effectivement du système économique européen, une composante importante, mais pour moi, ce n'est pas la plus importante. C'est-à-dire que tout à l'heure, ce que je disais à propos du marché unique me paraît plus central dans les divergences, les mécanismes de divergence que l'euro. Alors, en fait, ça ne vient pas de n'importe quoi. Moi, je suis d'accord, l'euro est un instrument très utile pour organiser les économies. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Le principe d'une monnaie, c'est qu'il y a une politique monétaire qui est derrière. La politique monétaire, ça dépend de l'état de l'économie, notamment du niveau d'inflation. Quand on a 5% d'inflation dans un pays et qu'on est en déflation dans un autre, c'était quasiment le cas en Europe, avec l'Irlande, avec une très forte inflation avant la crise du Covid, et la Grèce, évidemment, dans le marasme déflationniste. Comment on fait pour mettre des taux d'intérêt? Je suis d'accord aussi qu'une monnaie, c'est aussi des taux de change, qui fluctuent aujourd'hui avec les marchés. Il n'y a plus d'intervention de change, il n'y a plus de dévaluation. Tout ça, ça a disparu. Je le dis aussi pour les spectateurs, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut dévaluer l'euro. Mais ça ne veut rien dire dévaluer l'euro parce qu'il n'y a plus de rattachement de l'euro à une autre monnaie. Donc on ne peut pas dévaluer. On n'est rattaché ni à l'or ni au dollar. Donc c'est temps, laisse faire la BCE, tu vois, ça se dévalue, oui, mais ça tout seul à dévalue une vitesse, quand on est en train de voir les conséquences aussi. Ouais, et en période inflationniste, c'est pas forcément de coût d'énergie élevé, c'est pas forcément une bonne idée à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas, la Banque centrale n'a pas de responsabilité de change, donc elle peut même pas agir sur le change, elle n'en a pas le droit. Ce sont les États qui doivent agir sur le change. Donc, c'est vrai que l'euro, à la fois pour la monnaie unique, à la fois pour les questions de change et pour les questions de politique monétaire, ça pose des problèmes. Mais moi, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Alors, c'est vrai que j'ai un prisme industriel, mais l'industrie, c'est au cœur quand même de l'activité économique. Pour moi, c'est quand même un truc très important. Donc, j'ai regardé les dynamiques industrielles et j'ai comparé les pays qui étaient hors zone euro et les pays qui étaient dans la zone euro et qui étaient en plus limitrophes avec le même système économique. Par exemple, le Royaume-Uni et la France. Le Royaume-Uni pas dans la zone euro, mais dans le marché unique. La France dans le marché unique et dans l'euro. La République tchèque et la Slovaquie. Pareil, deux pays très très proches, ils étaient le même pays il y a quelque temps, mais la Slovaquie est dans l'euro, la République tchèque n'est pas dans l'euro. La Suède et la Finlande. Finlande dans l'euro, Suède pas dans l'euro. Et donc quand on regarde les dynamiques de long terme de ces pays, au niveau industriel, il n'y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire que la République tchèque et la Slovaquie, elles ont gagné en industrie parce qu'elles font partie des pays proches de l'Allemagne qui bénéficient du marché unique. La Finlande et la Suède, je l'ai dit tout à l'heure, sont beaucoup désindustrialisées depuis 2000. La France et le Royaume-Uni, pareil, beaucoup désindustrialisés. Et le fait d'appartenir ou non à la zone euro n'a quasiment pas eu d'effet sur les dynamiques qu'on peut percevoir. Du coup, je suis un peu déçu parce que je dis finalement l'euro n'est pas le cœur du problème. Alors, je ne comprends pas trop parce que la théorie dit que la monnaie, c'est un élément extrêmement important de la politique économique. Alors, je pense que pour comprendre pourquoi il n'y a pas eu tant d'effets euro dans les dynamiques économiques industrielles de la zone euro, enfin de l'Union européenne en général, je pense que c'est lié à la mondialisation. C'est-à-dire que l'euro n'est de toute façon pas un outil pertinent pour gérer quoi que ce soit, puisque toutes ces économies sont ouvertes, qu'elles soient ou non membres de la zone euro.
tous les pays qui ne sont pas membres de la zone euro doivent de toute façon soutenir leur monnaie et l'accrocher plus ou moins à l'euro pour éviter les pertes de change et faciliter les transactions avec les autres pays européens. Et donc, finalement, le fait d'avoir gardé ou non sa monnaie dans un contexte d'hypermondialisation sans aucune frontière, notamment financière, ça n'a pas beaucoup d'effet. Ce qui, du coup, permet de répondre à une autre question que tu ne m'as pas posée, mais si on devait, enfin si tu m'as posé, si on devait s'en sortir de tout ça, si on devait quitter l'euro, je pense qu'il faudrait au préalable reconstruire, rebâtir des frontières économiques. C'est-à-dire que si la France doit quitter l'euro, il faut d'abord qu'elle recontrôle les flux des mouvements de capitaux, évidemment, qu'elle développe une base industrielle pour tout ce qui est extrêmement important pour son industrie, qu'elle retrouve aussi des capacités, parce que par exemple, on manque d'énergie en France. Enfin, on a le nucléaire, mais on n'a pas toutes les énergies fossiles, on n'a pas tout un ensemble de matières premières. Donc il y a la nécessité, avant de quitter la zone euro, d'être moins dépendant, on va dire, du reste du monde pour tout ce qui est nos biens de production essentiels. Et sans ça, ça me semble... Alors on peut quitter l'euro, bien sûr, mais techniquement, mais on ne changera pas, on n'aura pas une monnaie qu'on pourra contrôler. Justement, pour les années qui viennent, un autre problème important, c'est la problématique environnementale, climatique. On voit très bien qu'elle s'oppose à un capitalisme triomphant. Est-ce que tu penses que ce déclin du néolibéralisme, c'est une bonne chose finalement pour cet objectif ? Oui, je pense que c'est absolument nécessaire. On ne peut pas construire une économie écologiquement soutenable, une économie qui impliquera de la planification, si on pense que les systèmes de marché qui déterminent des prix vont nous coordonner spontanément vers une économie circulaire. En fait, le problème de l'écologie aujourd'hui, il ne faut pas poser les questions comme... J'ai vu d'ailleurs une excellente vidéo d'un invité dont j'ai oublié le nom sur Elucide, et je renvoie les spectateurs à la voir s'ils ne l'ont pas vu. C'est M. Fressoz, non ? Oui, je pense que c'est lui, qui expliquait qu'il n'y a pas... Sa thèse, c'était, regardez, on n'est jamais passé d'une source d'énergie à une autre. On n'a jamais remplacé les énergies. À chaque fois, elles s'accumulent. Et j'avais été très fasciné par d'abord la qualité de sa présentation et sa thèse assez pessimiste à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas comment on pourrait y arriver. Et je suis d'accord avec ce pessimisme. Si on veut assumer clairement les enjeux écologiques, il faudrait organiser une économie circulaire. Une économie qui ne passe pas son temps à extraire des ressources qui sont de toute façon en quantité limitée, que ce soit énergétiques ou des matières premières, comme de lithium et autres. Il faut être capable, avec les ressources dont on dispose, qui sont dans nos produits, d'organiser un système de recyclage pour permettre du coup de ne pas perdre en niveau de vie. Parce que il faut qu'on exploite moins les ressources naturelles et si celles-ci s'épuisent, au bout d'un moment, on va se retrouver avec une économie qui va avoir c'est pas simplement une croissance zéro ou voire négative, c'est l'arrêt total de notre système économique. On ne pourra plus mettre d'essence dans notre voiture, on ne pourra plus faire fonctionner quoi que ce soit si on n'a pas des énergies fossiles ou des matières premières qu'on peut extraire du territoire. Donc il faut changer notre système énergétique, il faut être capable de recycler nos déchets pour réutiliser les matériaux qu'on a déjà utilisés. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de changer complètement tous nos systèmes économiques, ça demande de planifier sur du très long terme. Et ça n'est pas compatible avec le mécanisme des prix de marché qui crée des incitations. Parce que les prix de marché, ils se fichent complètement de l'usage qu'on va donner à ces ressources. Ils se fichent de savoir si ce qu'on va faire, l'essence qu'on va consommer, ça va être pour aller au travail et produire des choses socialement utiles, ou si l'essence qu'on achète, on l'achètera au même prix si on va faire du tourisme spatial ou autre chose. Or, les besoins sociaux ne sont pas les mêmes. Donc, la question qui se pose, c'est comment on fait pour reconstruire notre système économique et comment on construit quelque chose de cohérent. Je ne pense pas que ce soit possible à partir d'un système de prix de marché. Justement, en termes de perspective, il y a un an, pour le lancement d'Elucide, tu as eu la gentillesse de nous rédiger un papier qui avait d'ailleurs beaucoup circulé, et on le mettra en description de la vidéo, où justement tu t'intéressais à cette problématique climatique, au fait que les émissions de CO2 n'arrêtaient pas d'augmenter, et tu dressais un peu une analyse de pistes possibles qui était soit la croissance verte, soit la décroissance. Est-ce que tu peux nous donner un petit résumé pour commencer à teaser Le résumé, c'est que le titre de l'article, c'est ni croissance verte ni décroissance.
C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer, alors le problème c'est que j'arrivais en disant que les deux sont impossibles. Et donc, il faut arrêter ce débat stérile. Alors, les deux sont impossibles parce que la croissance verte suppose, dans ces théoriciens, qu'on ait des technologies dont on ne dispose pas pour être capable à la fois de croître, d'avoir davantage d'activités économiques fondées sur les mécanismes du marché, en fait, sur un capitalisme qui ne serait pas tellement différent de celui d'aujourd'hui, mais qui pourrait fonctionner sans extraire d'énergie fossile, sans limite à sa capacité d'innovation et d'exploitation de son environnement. Et ça, en fait, c'est une utopie. Enfin, je ne vois pas comment c'est possible, en fait, dans les mécanismes actuels. Et puis, il y a ceux qui proposent la décroissance, sauf qu'ils ne se rendent pas forcément compte que si on voudrait... D'abord, si on décroît juste nos prélèvements, c'est-à-dire que on divise par deux nos consommations d'énergie fossile, on ne résout pas le problème du réchauffement climatique. On va quand même tout brûler à la fin. Donc, ce n'est pas en divisant par deux le rythme de prélèvement qu'on supprime l'échéance. Seulement, on y arrive en 2 fois plus de temps. Donc, la décroissance ne peut pas être en soi une solution. Ce qu'il faut, c'est transformer profondément le modèle économique. Mais plus largement, si on dit, OK, on va faire la décroissance intelligente, c'est-à-dire, on ne va pas faire comme maintenant, mais en 2 fois moins. Par exemple, on divise par 2 le PIB, voilà, c'est comme avant, mais les gens sont 2 fois plus pauvres. On va essayer de faire autrement. C'est ça ce que disent les gens sérieux de la décroissance. Mais d'abord, ils n'expliquent jamais très bien exactement comment, c'est-à-dire comment on va faire. Et notamment, pour moi, je vois une limite très forte, c'est si on veut faire la décroissance du PIB, c'est-à-dire on veut réduire le PIB, mais de manière organisée, pas comme dans une récession, pas de manière en faisant une crise, il va quand même falloir qu'on réduise les revenus des gens, c'est-à-dire leur droit à consommer. Parce que aujourd'hui, les gens qui veulent prendre leur voiture pour aller, je sais pas, passer le week-end sur la côte, ils peuvent le faire. Et ils consomment du CO2. Et ça crée une pollution pour la planète. Mais eux, ça leur crée quelque part un avantage. C'est pas parce qu'on augmente un peu le prix de l'essence que ça changera cette possibilité pour les gens. Et donc, si on veut vraiment arriver sur un nouveau modèle économique, il va falloir qu'on... Ça, je ne l'ai pas dit dans l'article, mais c'est l'état de ma réflexion actuelle. Il va falloir sans doute qu'on diminue le droit à consommer des individus pour augmenter une autre forme de consommation qui est une consommation collective. Typiquement, les transports publics. Décarbonés, c'est mieux, ou d'autres formes de transport. Il va falloir peut-être qu'on réduise donc la liberté des individus à consommer comme ils le souhaitent. Mais ça, aujourd'hui, on n'est pas prêt du tout. Parce que le projet politique, ça peut être d'essayer de vendre un appauvrissement de la population, surtout si en plus tu n'as pas réduit les inégalités, et tu vois qu'on en est très loin, parce qu'on continue à dire, non, on va pas toucher les jets privés, parce que tu te rends compte, les pauvres petits choux, qui sont obligés de prendre la classe affaires, comment ils vont faire, enfin, on en est là, il y a toujours des SUV, t'as Renault qui vient de sortir son horrible 4L, là, t'as l'impression qu'il manque le canon, en fait, de votre char, là. Mais à un moment donné, il faudrait avoir des petits trucs pour moins consommer. On en est très très loin, tu vois. Il ne s'agit pas de priver les gens, mais comment on fait, puisqu'il y a un problème. C'est un peu comme quelqu'un qui dit j'ai un cancer du poumon, mais je veux continuer à fumer. Il faut remettre de la politique dans l'économie. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dire aux gens le but de l'économie, c'est d'organiser des marchés où les gens peuvent acheter et vendre comme ils le souhaitent. Il y a bien sûr un espace de liberté qui doit rester dans le marché. C'est-à-dire que le marché, il ne faut pas le supprimer. Mais il y a toute une partie des actes économiques qui doivent se faire collectivement. Et l'intervention de l'État. Alors de l'État, je pense l'État ici au sens très large, c'est-à-dire le collectif. Le collectif, c'est-à-dire les gens qui s'organisent collectivement pour agir. Cette part doit s'imposer sur l'organisation décentralisée où chacun fait comme il veut dans son coin. Du coup, ça veut dire quand même qu'il faut repenser nos mécanismes économiques profondément, c'est-à-dire interdire les SUV, interdire les jets privés, ça paraît à peu près évident. Mais ça ne suffira pas en fait. Ça ne suffira pas du tout pour créer une économie circulaire et supprimer toutes les émissions. Oui, mais le problème c'est que bien sûr que ça ne suffira pas. Et c'est d'ailleurs ce que tes gouvernements ont dit, oui, mais vous avez les jets privés, ça ne va pas changer grand-chose. Bien sûr que ça ne change pas grand-chose. Mais si tu ne commences pas à t'attaquer à ceux qui polluent le plus, même s'ils ne sont pas nombreux, comment tu dis aux autres de faire des efforts? Mais ça veut dire qu'il ne faut pas juste... En fait, ce que je veux dire, c'est que par ailleurs, les efforts ne pourront pas être faits uniquement par les riches. Enfin, ça aussi, il y a une sorte de mythe à gauche, mais on regarde les chiffres, ça ne marche pas. Les riches polluent le plus. Plus on pollue,
plus on est riche, plus on pollue, ça c'est clair. Mais ils ne sont pas assez nombreux pour arriver à réduire notre consommation. Quand on regarde le jour du dépassement, hein, c'est-à-dire le moment, alors j'aime pas trop parce que ça quantifie tout et n'importe quoi, mais bon, c'est une indication assez importante de combien il faudrait qu'on réduise notre consommation si on voudrait préserver la planète. Le jour de dépassement, pour la France, il est au mois d'avril, un truc comme ça. Ça veut dire qu'on a fait un tiers de l'année, on a déjà dépassé. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on divise par 3 nos prélèvements, donc notre consommation. Diviser par 3 notre consommation, ça ne veut pas dire que simplement les riches n'ont plus le droit de consommer. Ça veut dire que tout le monde, on est en fait, j'avais calculé, ça veut dire qu'il faudrait mettre tout le monde à peu près au niveau de 800 €, en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est évidemment pas acceptable. On ne peut pas dire aux gens, pour sauver la planète, on va tous vous rendre pauvres. Du coup, il faut penser autrement. Il faut sortir de la boîte. Il faut se dire, eh bien, la seule manière de prélever moins et de moins atteindre l'environnement, de moins de brûler du gaz fossile, c'est de mettre en place des mécanismes collectifs qui vont nous permettre d'avoir à peu près les mêmes services qu'on a aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais produits différemment, dans un contexte différent. Donc c'est pour ça que je parle des transports collectifs par rapport aux voitures individuelles, par exemple. Ça, c'est un mécanisme qui permet de polluer beaucoup moins tout en étant capable de se transporter. Et on peut d'ailleurs tout à fait penser que, parce qu'on ne va pas non plus mettre tout le monde en ville, ça aussi c'est complètement irréaliste. On va dire aux gens, maintenant les transports en collectif c'est beaucoup plus performant en ville qu'à la campagne, donc à la campagne vous devez quitter votre maison puis vous devez vous installer en ville. On ne peut pas faire ça. Donc il va falloir mettre en place des mécanismes de transport auprès des villages qui soient aussi collectifs, qui soient des formes de taxis. On peut aussi permettre à des personnes qui ont des enfants ou qui sont dans une situation particulière d'avoir des voitures. En fait, il faut repenser tout complètement. Et c'est ça qu'il faudrait être capable de faire, en fait. Bon, moi, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, hein, mais ce que je sens, c'est qu'on ne peut pas juste faire la morale aux gens en disant « c'est mal, vous consommez du pétrole ». Il va falloir aller un peu plus loin si on veut vraiment être à la hauteur des enjeux. Puis si on n'y arrive pas, on va se prendre le mur. Moi, je suis assez pessimiste aussi sur notre capacité à mettre en œuvre ce système. Hein. Surtout si on le fait en France, ça ne changera rien, parce qu'en Chine, aux États-Unis, ils continueront de polluer. Donc c'est un problème global aussi, ce n'est pas qu'un problème franco-français. Ce qui explique que je ne suis pas sûr qu'on parviendra à trouver la solution. Et donc, il va falloir, mais là, de toute façon, il va falloir quand même qu'on gère les pénuries et qu'on gère la hausse du réchauffement climatique. Et là aussi, il va falloir qu'on change nos comportements d'une manière ou d'une autre. Est-ce que finalement, ce n'est pas peut-être le pire problème qu'aura engendré cette forme de néolibéralisme qui a encore été dépassé aujourd'hui, qui est une espèce d'hyper-individualisme et d'une fétichisation d'une liberté individuelle sans penser à la liberté collective. Et peut-être qu'en effet, on aura la liberté de se prendre le mur, en fait. Mais... oui. Après, moi, ce que je pense, alors ce que je l'écris un peu dans mon livre en conclusion, c'est que le néolibéralisme est mort quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'on va revenir sur les mécanismes du marché autorégulateur, notamment à cause des pénuries, à cause de tout ce qui se passe dans la finance actuellement. On ne reviendra pas en arrière. Par contre, ce qui peut se passer, c'est une forme de néo-féodalisme, c'est-à-dire une crispation du pouvoir politique, et on le voit déjà, une inféodation du système productif, en gros des donneurs d'ordre et des sous-traitants, des rapports de pouvoir extrêmement forts et de domination au sein du système économique et dans le système politique. Ce néo-féodalisme, je ne suis pas le seul à en parler, Alain Supiot en parle très très bien, il montre comment le droit est en train de se transformer. Cédric Durand, d'ailleurs, qui pourrait être invité, qui est un économiste qui a été publié récemment un livre sur l'économie numérique, lui, il voit aussi l'économie numérique comme une expérience de forme néo-féodale, où on a les grandes plateformes qui sont un peu des seigneurs, qui vont collecter les données des consommateurs, imposer des contrats léonins aux producteurs qui vont mettre en relation avec les consommateurs. Donc évidemment, Amazon, les plateformes, c'est Amazon, c'est Uber, c'est Google, c'est YouTube, c'est tout ça. Hein. C'est vers ce mécanisme qu'on pourrait aller. Et j'y crois d'autant plus qu'avec la multiplication des pénuries, avec simplement les problèmes qu'on voit aussi en énergie, mais globalement les terres rares, tout un ensemble de produits, y compris d'ailleurs alimentaires. On ne produit plus assez de produits alimentaires aujourd'hui en France pour nourrir nos propres populations.
je crois que ça va crisper et ça va plutôt que produire le socialisme et l'utopie positive et bienveillante qu'on pourrait appeler de nos voeux, ça va plutôt produire des crispations et des systèmes autoritaires, puisque le politique va dire, puisqu'on a des ressources trop rares, puisqu'il n'y en a pas assez pour personne, c'est moi qui vais dire qui aura quoi. Et c'est vers ça, à mon avis, qu'on va. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Je te remercie. Je vais te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Eh bien, je pense qu'on oublie toujours que la valeur, c'est toujours une construction sociale. Les gens sont persuadés que, par exemple, la valeur a des éléments objectifs qui expliquent que telle chose vaut plus que telle autre, ou que telle personne vaut plus que telle autre personne. Mais en réalité, comme on dit, l'homme est la mesure de toute chose, et ce qui est déterminant dans la valeur, c'est ce que nous, collectivement, nous, société, on décide qu'il y a de la valeur. Je prends un exemple tout bête. On nous dit souvent la valeur, c'est d'un métal, par exemple, c'est la rareté ou alors son utilité. Mais si on prend les choses comme ça, alors pourquoi l'or a-t-il plus de valeur que le platine ? L'or est à la fois moins rare, plus abondant que le platine, et en même temps moins utile, puisqu'il ne sert pas beaucoup dans l'industrie, alors que le platine est extrêmement utile. Or, il vaut 2 fois plus quasiment que le platine. Comment c'est possible ? C'est parce que nous, société, on donne de la valeur, on crée la valeur de l'or. Un autre exemple, on a appris cette semaine que Kylian Mbappé était payé 6 millions d'euros par mois pour jouer avec le PSG. Le salaire d'une aide-soignante, le salaire brut d'une aide-soignante, c'est 1 700 euros par mois à peu près. Donc ça veut dire que Kylian Mbappé vaut 3 500 fois plus que l'aide-soignante. Tout le monde trouve ça scandaleux et normal. Enfin, comment une personne peut-elle valoir, dans son travail, le travail d'une personne peut valoir 3 500 fois plus qu'une autre ? Surtout que finalement, l'aide-soignante, elle soigne des gens, elle sert à sauver des vies, alors que le footballeur, lui, il sert surtout à faire un match. Et donc il y a une forme de contradiction entre nos valeurs et la valeur. Nos valeurs, qui veut dire sauver la vie d'une personne, il n'y a rien de plus important. Regarder un match de foot, finalement, ça reste un loisir. Mais la valeur, telle qu'elle est exprimée par nos systèmes économiques, c'est que Kylian Mbappé vaut 3 500 fois plus que l'aide-soignante. Et plus fondamentalement, c'est même pas une question d'offre et de demande. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent jouer au foot. Je veux dire, et il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent être aides-soignantes. On a une crise de recrutement chez les aides-soignantes. Et donc, on se retrouve tous en contradiction et on ne sait pas d'où vient la valeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que Kylian Mbappé est payé 3 500 fois plus que l'aide-soignante, ou qu'est-ce qui fait que l'or vaut plus que le platine. Eh bien, et c'est ça le paradoxe, c'est ça que je voudrais expliquer aux gens qui nous regardent, c'est que c'est collectivement, socialement, qu'on a décidé que l'or valait plus que le platine, que Kylian Mbappé valait plus que l'aide-soignante. Et ça, on l'a fait sans que personne ne soit derrière ça, et sans que personne ne comprenne comment le mécanisme il est parvenu. Donc la valeur est toujours socialement produite, mais elle n'est jamais clairement, elle est produite par personne, et elle n'est jamais vraiment assumée par quiconque. Et c'est un paradoxe, on produit une société inhumaine en quelque sorte. On produit collectivement une société dans laquelle certaines choses nous paraissent complètement aberrantes, à tous, alors même que c'est nous qui l'avons produit. Et ça, je pense que ça permet de comprendre que l'économie, c'est d'abord des institutions. C'est jamais des individus qui décident telle ou telle chose. C'est du collectif qui transcende les volontés de chacun. C'est-à-dire que l'addition des volontés de chaque individu n'est jamais le produit de la société. Le produit de la société, il est différent en fait. Il ne correspond pas à ce que les gens veulent vraiment. Et je pense que personne n'est d'accord avec l'idée que Kylian Mbappé soit payé 3 500 fois plus qu'une aide-soignante. Personne n'est d'accord que la valeur du travail de Kylian Mbappé, c'est 3 500 fois plus que la valeur d'une aide-soignante. Et pourtant, c'est ça qui se passe. Et ça, c'est à cause de nous. Il n'y a aucun élément objectif et naturel qui l'explique. C'est que nous qui l'avons décidé.